Bébé. Bébé, c'est vrai que c'est aussi un hommage à la culture black. Hein. C'est bon black, black bosseur, black barbu. Voilà, le pasteur n'a qu'à prier. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Oui. Mais je me suis posé des questions après sur comment est-ce que nous interprétons les Saintes Écritures. Oui. Bonjour Pascal. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être prêté au jeu et d'être venu sur notre plateau, les podcasts de Mathieu. Je vais commencer par te demander, si tu le veux bien, de te présenter pour nos nombreux téléspectateurs. Alors, déjà j'ai un doctorat d'État en médecine. Après ce doctorat d'État en médecine, j'ai fait une formation sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans le cadre de la coopération Jura-Suisse. J'ai également un certificat en épidémiologie de terrain qui a été fait dans le cadre d'un programme qu'on appelle le Café Tipeee, qui est un programme jumelé entre le ministère de la Santé publique et puis le Centers for Disease and Prevention de CDC d'Atlanta aux États-Unis. Voilà. À côté de ça, j'ai aussi fait une formation en suivi évaluation de projets et programmes. Voilà. Et aujourd'hui, je finis un master en gestion hospitalière et sanitaire. Ça, c'est pour ce qui est du parcours professionnel. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres activités qu'on mène. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Effectivement, ça me permet de renchérir sur tes activités professionnelles. Quelles sont tes activités aujourd'hui? Quelles sont les activités du médecin que tu es? Tu es écrivain, tu es conférencier. Je suis sûr que tu as encore d'autres casquettes que tu n'as pas eu à détailler ici. Quelles sont tes activités au quotidien? En tant qu'acteur social, parce que médecin et acteur social, je suis président d'une association qui s'appelle For All, qui se définit comme une association de développement communautaire centrée sur la famille, voilà, et qui a pas mal d'activités qui rentrent dans le cadre de la santé communautaire. Mais l'une d'entre elles, et qui est celle sur laquelle nous nous concentrons le plus actuellement, c'est la promotion du don bénévole de sang, qui est un souci majeur dans notre pays et pour lequel il fallait véritablement engager pas mal d'activités. Est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu ton nom de slammer? Proverbe. Proverbe. Alors c'est très intéressant parce que c'est par ce nom-là que moi je t'ai découvert, Proverbe. Oui. Et tu as une signature à chaque fois que tu mets tes textes sur un statut WhatsApp. Bébé, c'est BBL, bébé. Alors, bébé, c'est vrai que c'est aussi un hommage à la culture black. Hein. C'est bon black, black bosseur, black barbu, voilà, c'est ça. Les black barbus, c'est ça, black barbu, c'est vraiment une émission de Et là, on est une émission de black barbu, là, voilà. Donc, je pense que toi aussi, tu as un hashtag bébé, en fait. Ah, ok. Voilà, donc, Alors, je t'accueille avec ce dernier livre que tu as mis sur le marché, qui m'intéresse beaucoup, je te l'ai dit en off. Santé et prévention des comportements à risque au regard des Saintes Écritures, préfacé par le professeur Jean-Paul René Ondoa Ongba. Alors, si tu permets, je vais te poser quand même une question. Les éditions For All, ça veut dire que tu es aussi directeur d'une maison d'édition? C'est-à-dire l'association a un statut également de maison d'édition associative. Donc, on peut également accompagner des auteurs ou des jeunes auteurs qui voudraient faire passer également le fruit de leur réflexion. Donc, c'est dans ce cadre-là que, on va dire que je profite également un peu de ce service-là. D'accord, ça tombe bien parce que ici, justement, dans notre émission, nous mettons en avant les auteurs. Tel que j'aime souvent le dire, nous incitons les gens à écrire parce qu'on s'est quand même rendu compte que les gens ont des propositions, ils ont envie d'écrire, parfois ils ne savent pas comment faire. Bien sûr. Et parfois lorsqu'ils ont même terminé d'écrire, ils ne savent pas où éditer. Et ça tombe bien que j'ai sur mon plateau une personne qui a non seulement des compétences dans l'écriture, mais aussi qui gère au quotidien des activités liées à l'édition d'un livre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te poser une question. Tu sais, moi je suis enseignant. Et l'une des raisons parmi tant d'autres, les raisons qui m'ont motivé à lancer ce podcast, c'est que je me suis dit d'une certaine façon que l'éducation aujourd'hui se meurt. Et qu'il faut faire quelque chose, il faut trouver des moyens de sensibilisation, il faut trouver des moyens d'éducation, qui sont, même si elles ne sont pas des moyens nécessairement conventionnels, mais aujourd'hui avec la technologie, il faut pouvoir proposer des choses intéressantes pour le public. Et donc, je voulais avoir ton regard. Quel regard tu portes aujourd'hui
sur l'éducation aujourd'hui, à partir de ton parcours scolaire qui est dense. Comment est-ce que ton parcours a par exemple pu influencer ou alors a pu influencer sur tes différentes activités d'écriture? Et quel regard finalement tu portes sur l'éducation aujourd'hui pour toi qui après tout ce parcours-là est resté en Afrique? Alors c'est très pertinent. Parce que, étant pratiquement de la même génération, en regardant derrière nous, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait remettre en question par rapport à ce qui est aujourd'hui fait, surtout ce que reflètent, n'est-ce pas, nos petits frères et nos cadets. Alors, je dirais que j'ai d'abord peut-être eu la chance d'être dans un environnement particulier. Je ne vais pas faire ici l'apologie d'un collège ou d'un lycée en particulier, mais j'avoue que j'ai peut-être eu la chance d'être dans un établissement où la discipline et la rigueur étaient de mise, où nous avons eu des enseignants qui étaient particulièrement, j'ai envie de dire, des modèles. Donc je pense que l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on propose comme modèle, d'abord, aux plus jeunes. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui se présentent comme étant de potentiels recours ou miroirs dans lesquels ils pourraient se reconnaître et se dire « demain j'aimerais être comme ». Oui. Et c'est pour ça que j'encourage véritablement cette initiative que tu as prise. Parce que via les médias sociaux, ça permettra de toucher un plus grand nombre de jeunes qui sauront que finalement au Cameroun, il y a de la perle au Cameroun. On n'est pas tous en train de partir. Oui. Il y en a encore ici qui sont ouverts au partage d'expériences, c'est d'abord ça, et qui sont prêts, n'est-ce pas, à aider les plus jeunes et à leur rappeler que tout n'est pas perdu, qu'il y a justement encore la possibilité pour eux d'exprimer leur potentiel, et c'est en nous suivant, on ne va pas dire que nous sommes les meilleurs, mais c'est en suivant ceux qui pourraient être de véritables modèles pour eux. C'est pourquoi je te félicite encore pour cette initiative. Merci beaucoup. Je vais entrer un tout petit peu dans ce livre, Santé et prévention des comportements à risque au regard des saines écritures. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Alors, je vais dire que c'est d'abord un fait social. Un fait social. Parce que j'ai réalisé, je me suis rendu compte, je vais vous dire ce qui s'est passé exactement. Hein. Je me souviens pendant la période précédant la pandémie du Covid-19, plutôt pas directement liée au Covid-19, hein, la période précédant la pandémie du Covid-19, j'avais participé à une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et nous étions arrivés dans une maison, ça semblait être une maison au départ, mais en fait c'était une communauté religieuse, hein, dans laquelle le leader nous a interdit d'entrer sous prétexte que dans sa communauté religieuse, on ne vaccine pas les fidèles. Parce qu'il estimait que, en tout cas c'est l'argument qu'il a donné, que Dieu s'occupe de tout ce qui a trait à la santé, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit en plus. Je rassure quand même les uns et les autres, l'administration était intervenue à travers du sous-préfet pour que finalement nous puissions mener la campagne dans cette communauté-là. Mais je me suis posé des questions après sur comment est-ce que nous interprétons les Saintes Écritures. Parce que finalement, quand je me retrouve par la suite, j'ai peut-être oublié de l'évoquer, parce que je suis actuellement enseignant associé à l'École des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale. Quand je me suis retrouvé après l'Université catholique, je me suis rendu compte que justement, il faudrait peut-être mener la réflexion. Voilà un texte ou des textes qui sont utilisés et qui ont un impact sur les comportements qu'affichent les populations, qui modifient le rapport qu'ont les individus, les familles et les communautés vis-à-vis de la maladie, de la manière de la gérer. Ça fait en fait qu'on se retrouve avec des comportements à risque qui sont développés. Et je me suis dit, peut-être que ce serait bien de m'intéresser au sujet. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je me lance plusieurs années après? C'est que pendant une de mes lectures, parce que j'aime bien la littérature aussi, je tombe sur une phrase d'Auguste Comte. Alors, qui dit que la religion constitue pour l'âme un consensus normal, similaire à la santé envers le corps. Et je me suis dit, mais si un penseur qui a vécu il y a très longtemps déjà, il y a plus d'un siècle déjà, avait pensé comme ça, ça veut dire qu'il y a un lien
Et donc voilà comment je me lance et que je me dis, bon, je vais parcourir les Saintes Écritures, le cas pris du Nouveau Testament. Oui, ça a dû être fastidieux comme travail. Oui, parce qu'il a fallu lire, Oui. déjà. Il a fallu lire, il a fallu pas mal de temps quand même pour parcourir tout le Nouveau Testament, sélectionner certaines scènes. Tu as pris combien de temps par exemple pour essayer de chercher? Alors, bon, c'est vrai que je n'ai pas découvert le Nouveau Testament dans le cadre de la publication de cet ouvrage. Je n'ai pas découvert ça là. J'avais déjà commencé à... Je suis pratiquant. Voilà. Et donc, il a plus à ce moment-là, c'est vrai, il m'a fallu quoi? Pratiquement 1 an. Oui. Parce qu'en même temps, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a l'hôpital, il y a... Voilà. Mais 1 an véritablement... de lecture, de méditation, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi, on en a besoin pour être rassuré quand on ne sort pas aussi du contexte. Et puis, par la suite, il a fallu quand même se rapprocher aussi de quelqu'un qui pouvait encadrer la réflexion. C'est pourquoi j'avais proposé à l'abbé professeur Jean-Paul René Ondoa-Omba, qui est l'ancien recteur du grand séminaire de Nicole Bisson et qui est actuellement secrétaire général académique de l'Université catholique. Donc il a un tout petit peu encadré. Donc il a relu. Okay. C'est vrai qu'il m'avait dit qu'il n'a pas ajouté grand-chose parce que l'approche que j'avais choisie était plutôt pratique. Mais il a véritablement encadré après cette publication et je tiens également ici à le remercier pour ça. D'accord. Quelles sont les idées que tu développes dans ce livre? Alors, ce livre, il est divisé en 3 grandes parties. La première partie présente l'intérêt de considérer la question de la santé comme étant essentielle. Ok. C'est vrai qu'il y a la spiritualité, mais également considérer la question de la santé comme étant essentielle. La deuxième partie présente l'attitude à avoir en tant qu'individu, famille ou communauté vis-à-vis de la maladie. Et la troisième partie présente l'attitude à avoir en tant que professionnel de santé vis-à-vis du malade et de la maladie. Parce qu'aussi, il fallait pouvoir répondre à des problèmes sociaux actuels, à des soucis que nous avons actuellement dans notre société. Et nous savons très bien que beaucoup de personnes ne sont pas très douces avec les professionnels de santé actuellement en ce qui concerne l'accueil. Oui. Par exemple en milieu hospitalier, ou bien la manière dont sont gérées en général les relations soignants-soignés. Et donc il fallait également pouvoir répondre à cela et donner peut-être des outils aux professionnels de santé pour leur dire on a des modèles, même dans les Saintes Écritures, qui peuvent nous rappeler que nous devons nous comporter d'une certaine manière vis-à-vis du malade. En parlant de modèles, est-ce que tu peux mettre en avant les modèles que tu as eu à rencontrer? Alors, le modèle par excellence dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même, qui se retrouve dans plusieurs scènes où il est le soignant face à un soigné. Et donc, on voit très bien comment est-ce qu'il fait ressortir au moins 3 valeurs indispensables pour la pratique médicale, par exemple. C'est-à-dire, c'est l'écoute, c'est la compassion, c'est l'empathie. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'on voit des exemples pratiques. Comment est-ce qu'il touchait les malades? Comment est-ce qu'il prenait le temps de s'arrêter pour écouter les malades? Comment est-ce que même lorsqu'il était sollicité, alors qu'il se trouvait en train de vouloir se reposer, il se donnait quand même encore du temps pour écouter? Ça interpelle. Et donc je vous prends un cas de figure pratique. Si je finis mon service à une certaine heure, par exemple, et que je suis dans le couloir en train de rentrer chez moi, et que je rencontre un patient qui me dit « Docteur, j'ai besoin d'aide ». Est-ce que c'est parce que mon service est fini que je vais partir et tout simplement lui dire « Non, il y a quelqu'un d'autre là-bas ». Non, il faut s'arrêter, il faut écouter. Si on ne fait pas grand-chose, au moins orienter. C'est déjà ça, mais pas tout simplement passer. Et donc, voilà des exemples pratiques qui sont bel et bien présentés dans cet ouvrage et qu'on a fait ressortir en fait dans cet ouvrage par rapport à ce que nous présentent certaines scènes du Nouveau Testament. D'accord. Et comment est-ce que ce livre a été accueilli? Alors, c'est vrai, les gens se posent toujours des questions au départ en se demandant mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre la santé, les comportements à risque et les Saintes Écritures? Et c'est dès lors qu'on commence des échanges
qui se rendent véritablement compte que, mais il y a un lien. Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Je me souviens également, l'abbé professeur Jean-Paul René Omba, dès quand il a lu le tapuscrit, au départ, il m'a dit, docteur, vous allez aider même les prêtres dans leur homélie. Oui. Ah, ça m'a marqué qu'il m'ait dit ça. Ça veut dire en fait que les cibles potentielles, c'est aussi bien les prélats qui pourraient trouver la ressource par rapport à la méditation qu'ils proposeront à leurs fidèles dans le cadre de la promotion de la santé, mais également les fidèles eux-mêmes. Oui. Peut-être qu'ils se remettent en question par rapport à l'interprétation qu'ils ont d'un certain nombre d'éléments en rapport avec leur pratique de la religion. Vous voyez la deuxième partie de l'ouvrage qui parle de l'attitude qu'on devrait avoir en tant qu'individu, famille ou communauté. Ça interpelle. Aujourd'hui, la maladie, comment est-ce qu'on l'aperçoit? Vous avez des courants, on voit très bien, où justement on se dit le pasteur n'a qu'à prier, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Oui. Mais je signale bien dans l'ouvrage qu'il y a un passage dans les écrits de Saint Paul où dans la salutation, il dit Luc le médecin vous salue. Oui. Saint Luc était médecin, beaucoup de gens ne le savent pas, qui était un des 12 apôtres qui était médecin. Il n'a pas abandonné sa vocation de médecin, vu que Saint Paul continue à l'appeler comme ça. Oui. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que Jésus regardait près de lui un médecin? Ça veut dire qu'il y a un rôle à jouer. Oui. On ne peut donc pas renier le fait que la médecine ait sa place. Oui. C'est autant de choses. Vous avez un autre exemple qui a marqué quand même les gens dans les échanges qu'on a parfois eu déjà à avoir, c'est l'attitude qu'on devrait avoir par rapport aux femmes enceintes. Vous voyez, il y a le concept des voix bébés aujourd'hui, qui est très célèbre, très courant et très couru. Voilà, c'est bien beau lorsqu'une femme a accouché de venir avec des présents et autres, mais ce serait aussi très beau de pouvoir suivre l'exemple de Marie lors de la visitation et de rendre visite à la femme pendant qu'elle est enceinte. Ah oui, mais tu sais que nous sommes en Afrique et beaucoup de femmes se cachent lorsqu'elles sont enceintes parce qu'on a peur de la sorcellerie. Je pense quand même que de moins en moins quand même, de moins en moins. Je dis, bon, peut-être qu'il ne faudrait pas non plus venir à l'improviste voir quelqu'un, mais au moins se rassurer qu'on peut également accompagner une femme pendant sa grossesse. Oui. Vous avez des femmes, vous n'êtes pas sûr qu'elles ont fait leur échographie pendant les consultations prénatales. Pourquoi ne pas s'organiser en tant qu'ami et se demander est-ce que mon ami ou ma soeur qui est actuellement enceinte a déjà pu faire ses échographies, a déjà pu faire son bilan du premier, second trimestre de grossesse? Qu'est-ce qu'elle vit même? Qu'est-ce qu'elle vit même de façon concrète quand elle est chez elle? Est-ce que je peux passer une journée là-bas et je l'aide par rapport à certains travaux ménagers ou autres? Tout ça. Parfois même avec le père de l'enfant. Il y a beaucoup de choses, voilà. Et donc, ça nous remet en question. Oui. Un autre aspect qui est relevé là, c'est la place de la famille. Oui. Et donc, dans le précédent ouvrage que j'ai publié avant celui-ci... Ça tombe bien. Tu permets que je rappelle le prochain ouvrage, La famille, un véritable espace thérapeutique. Oui, qui est sorti en 2022. Oui. Et qui a été préfacé par le ministre de la Promotion de la Famille et de la Famille, qui est par ailleurs médecin. Tu ne touches que les ministres. Non, je l'ai consulté d'abord parce qu'elle est médecin et pédiatre. Il se trouvait que par la même occasion que le professeur Abénondois, Marie-Thérèse, est aussi ministre de la Promotion de la Famille et de la Famille. Non, j'ai fait une pierre deux coups. Et j'ai eu la grâce qu'elle accepte, n'est-ce pas, de préfacer cet ouvrage-là. Alors, je l'avais coécrit avec une infirmière, Alice Ngongé, qui a également un master en santé publique. Dans cet ouvrage-là, on montre la famille comme étant un espace thérapeutique. Okay. La famille, dans le contexte, intervient dans la chaîne de la prise en soin. Lorsque vous prenez les Saintes Écritures, vous voyez les intercessions. Je prends le cas de figure du paralytique qui a été porté par 4 personnes et fait passer par le toit dans une maison où Jésus se trouvait. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, on va vers nos proches malades et on est capable de les prendre et de leur dire « Viens, je t'amène à l'hôpital. Viens, je prends sur moi de t'amener vers celui que je pense qui pourrait t'apporter une solution. C'est autant d'attitudes qui m'ont semblé très pertinentes et qu'il fallait justement faire ressortir dans un ouvrage comme celui-ci pour que les personnes qui se revendiquent être chrétiennes et qui se réfèrent à un document comme les Saintes Écritures, notamment le Nouveau Testament, puisqu'on parle surtout de lui ici, en fasse maintenant un modèle de vie. Ne plus prêcher. Je pense qu'on n'est plus à l'époque où il faut prêcher par l'exemple, il faut être l'exemple. Voilà. Et là, je pense que c'est également un outil. Ça, c'est très intéressant. Il faut être l'exemple. Est-ce que Docteur Orona Pascal Otto pense aujourd'hui que dans son domaine d'écriture et dans ses propositions, il est un exemple à suivre, tout au moins en le lisant? Est-ce que tu penses aujourd'hui
que si une personne te lit avec attention, est-ce que cette personne est capable de voir l'importance? Parce que c'est des valeurs parfois qui se perdent. Oui. Les valeurs de famille, telles que tu mets en avant, c'est des valeurs qui se perdent parce que nous sommes omnibulés par beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as réussi? Je vais peut-être reformuler ça comme ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui, à Rebrousse-Poil, que tu as réussi ta mission avec les différentes propositions d'ouvrages que tu as eues aujourd'hui? Ou alors tu estimes que tu as encore beaucoup à donner, peut-être par des ouvrages, peut-être par des conférences et autres? Je pense que je suis en mission. Je suis encore en mission. Ok. Je pense. Toute œuvre est perfectible et là, ce n'est, à mon humble avis, que la face visible de l'iceberg. Parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on devrait écrire, tellement de choses pour lesquelles on devrait se mobiliser, organiser des activités de sensibilisation, se rapprocher des jeunes, s'autocritiquer, voilà, partager. Et donc, je pense que je suis actuellement en mission et j'essaye autant que faire se peut de véritablement donner ce que je pense avoir reçu, parce que je pense que même pour l'écriture, ça n'engage que moi quand je le dis, je pense que même pour l'écriture, nous sommes en fait juste des canaux. Oui. Hein? Je pense que tu dois certainement le savoir quand on veut écrire un livre. Très souvent, ça commence par une phrase. Oui. Elle vient comme ça. Oui. On a comme l'impression que c'est l'idée qui nous choisit et qui vient nous dire bah, j'aimerais que tu me réalises. Donc il faut accepter humblement n'être que le canal. Et je pense pour ma part qu'il y a encore beaucoup à faire et je suis encore au four et au moulin continuellement pour ça. J'aime beaucoup l'approche que tu as utilisée pour présenter ton ouvrage, c'est-à-dire tu es parti d'une anecdote, d'une situation que tu as vécue. Parce que très souvent, enfin, les gens qui me rencontrent au quotidien, qui ont de très bonnes idées, qui ont parfois des approches comme les tiennes, et qui n'arrivent pas à mener à terme leur activité d'écriture. Comment toi tu fais? Quels sont tes repères? Quelles sont tes méthodes? Parce que je sais aussi, il faut dire la vérité, que l'activité d'écriture est une activité très tortueuse physiquement. Parce que ça demande quand même de beaucoup lire, ça demande de se relire, ça demande de lire les autres, ça demande d'être attentif à son environnement, de se trouver dans un cadre idoine pour travailler. Comment toi tu fais? Quels sont tes repères à toi pour arriver à produire une réflexion comme celle-ci? Je commence très souvent par ce que moi je pense. Oui. Après, je commence à lire ce que d'autres pensent. Ah là, c'est original ça. Je commence à lire ce que d'autres pensent. Et ça me permet aussi en même temps, parfois, de réajuster ma manière de voir les choses. De me dire, ah, mais si il a pensé ça. Ou si finalement ça signifie ça. Peut-être bien que je dois revoir ma manière de penser. Et donc, j'apprends moi-même en écrivant. Et je peux revenir sur une approche ou bien sur une vision qui t'amène au départ et me dire, ah, mais je me suis trompé. Oui. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir cette situation. C'est l'inverse vraiment de ce que l'université nous a appris, de mettre d'abord en avant ce que les autres ont dit et peut-être plus tard aller dire ce qu'on pense. Et je dis souvent aux gens, l'écriture avant que la notoriété n'arrive, c'est d'abord l'autorité. C'est-à-dire que quand je prends un livre, quand je commence à vous lire, je dois ressentir l'autorité que vous avez mis dans ce livre. Cette autorité vient de l'idée que vous portez, de ce que vous voulez défendre, des avis que vous avez eu à émettre sur la question que vous voulez défendre. Et quand on ne ressent pas ça, l'autorité ne peut pas venir parce que si on n'a pas l'autorité nécessaire quand on a eu à écrire, on ne pourra pas défendre son ouvrage parce qu'il y aura forcément des gens qui ne penseront pas comme vous. Ensuite. Mais ça n'empêche, hein, je précise quand même que lorsque je dis je commence par écrire ce que je pense, c'est pas que dans l'ouvrage il n'y a que ce que je pense. Oui. Je dis dans la démarche d'écriture, je commence d'abord par mon appréciation de la chose, mon interprétation de la situation. Et maintenant, quand je vais commencer la recherche, je viendrai à partir une autre réflexion après. Oui. C'est ok, maintenant j'ai fait de la recherche, tel a fait ça, par rapport à ce que moi je pense. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que finalement on se retrouve? Est-ce que je suis toujours cohérent et logique? Est-ce que je suis pertinent? Là, je décide de ok, d'accord, je continue comme ça, où je revois un peu ce que j'avais à dire, mais tout en intégrant toujours la pensée des autres, parce qu'on ne peut pas faire sans les autres. Ça, il faut bien le préciser. D'accord, merci beaucoup Pascal Onaoto. J'ai très souvent des invités, mais j'avoue que j'ai aujourd'hui un invité avec beaucoup de matière. Merci. Je pense qu'il va peut-être falloir que nous fassions un autre podcast pour ton livre Covid-19, qui peut faire quoi, où, comment et pourquoi. Parce que, sauf si je me trompe, il y a des petites idées disant que peut-être la question de Covid va encore être remise sur la table. Et donc, j'ai quand même envie de sortir avec quelques notes colorées
Oui. Tu as dit que tu étais slammer. J'anticipe déjà. Et tu as dit que tu donnais des cours d'écriture. Ça, c'est très intéressant parce que j'ai envie de dire que c'est sous cette casquette-là, comme telle que je l'ai dit au départ, que moi je t'ai découvert. Et avant que tu nous donnes le mot de fin, donc tu peux te mettre en 1 minute dans la peau d'un slammer et de nous produire quelque chose. Je veux déjà préciser une chose, pour que les gens sachent, hein, le slam est un outil qui peut être très utile pour les jeunes, pour la prise de parole en public, pour la diction, pour l'éloquence. Oui. Et même on peut l'utiliser en psychothérapie parce que les gens qui écrivent et qui déclament leurs textes peuvent également déclamer comme ça toutes leurs frustrations et puis faire ressortir. Donc il y a plusieurs utilisations potentielles du slam, mais on travaille dessus. On en parlera certainement. D'accord, super, merci. Alors, que je me mette dans la peau de Proverbe, c'est ça? Ok, dans la peau de Proverbe. On va faire Caméra. quelques rimes. Est-ce que, comme dans ce livre, tu aimerais faire du slam église pour appeler au tien l'espérance et les valeurs que prônent les saintes écritures? Ou bien du slam désireux de partager l'expérience de la vie tirée de nombreuses ratures? Est-ce que ton slam porte le mot shalom, car il ne suffit pas que de rimes en rimes, tu slalom? Moi je ne vais pas te l'homme, retiens du visage du slam qu'il exprime d'abord la vie de l'homme. J'aimerais que tu slames l'être en laissant le slamêtre le mesurer à la lettre, lettre par lettre. J'aimerais que tu aies la slam attitude et dans tes podcasts, la slam habitude de laisser tes mots tomber sans que ne titube. Le flot d'émotion qui gardera les tiens dans la slam lassitude. J'aimerais que tu aies suffisamment de slam amplitude pour promouvoir aussi bien le slam afritude que le slam négritude. Et ce, quel que soit, il sera accordé comme slam latitude. Mais encore plus, j'aimerais qu'en slam, en flammant, en flammant, clamant, acclamant, déclamant, partageant, te redevant, tu deviennes et tu restes un amant doux et aimant, car c'est ça le visage du slam. Celui d'un amant doux, aimant, est loin d'être un aimant qui ment. En fait, j'aimerais que tu restes comme le slam, le carrefour des âmes. J'aimerais que tu sois comme le slam, le carrefour des arts. Voilà, je vais d'abord féliciter Mathieu pour ce brillant projet et l'encourager dans ce sens-là. Et puis vous inviter, n'est-ce pas, à continuer à vous cultiver, à vous rapprocher de ceux et celles qui peuvent vous aider à comprendre un peu plus les différents enjeux. Ce plan sanitaire a intégré le fait que vous êtes la partie d'un tout et que votre santé dépend de celle de la communauté, mais également l'inverse. Et donc nous sommes tous responsables autant de nous-mêmes que des autres. Et je finirai par ça, l'un des moyens essentiels ou bien les plus sûrs actuellement pour être sûr que vous aurez la bonne information, la bonne éducation, c'est justement sur les podcasts de Mathieu.